Donc là, on va voir un exemple. On est en train d'étudier le risque de défaillance ventriculaire droite au cours de l'embolie pulmonaire. C'est-à-dire quels sont les paramètres qui sont liés au risque de défaillance ventriculaire droite chez les patients qui ont une embolie pulmonaire. Donc là, on a un résultat de régression logistique. Donc vous voyez bêta 0, c'est-à-dire c'est alpha, c'est l'intercept. Alpha, on n'a pas besoin de l'interpréter, ça ne nous intéresse pas. Donc après, quelles sont les variables explicatives ou bien qu'on a sur ce modèle? On a l'obstruction, score d'obstruction. On a le RV qui est le maximum du diamètre du ventricule droit. Et on a le IVC qui est le diamètre de la veine cave inférieure. Donc on a ce qu'on a estimé, c'est les bêta. Après, on a l'erreur type, SE. Après, on a le test. Généralement, c'est un test de Wald. Après, on a la p-value. Et on a calculé les autres ratios. Comment on a obtenu les autres ratios? C'est tout simplement exponentielle bêta. C'est-à-dire pour le score d'obstruction, exponentielle 0,132, il va nous donner le 1,141. Pareil, pour le diamètre du ventricule droit, donc l'exponentielle de 0,078, il va nous donner le 1,082. Donc, pour vérifier s'il y a une association, bien sûr, on parle d'autres ratios ajustés, parce qu'on est sur un modèle multiple, multivarié. Donc, bien sûr, si c'est un modèle multivarié. Comment vérifier s'il y a une association? Donc, je dois vérifier mon intervalle de confiance ou bien ma p-value. Si la p-value est inférieure à 0,05, et c'est le cas pour les trois variables, donc il y a une association significative. Ça revient en l'absence de 1 dans les intervalles de confiance. Vous voyez, pour le dernier cas, on était limite parce qu'on était sur du 0,997. Ben, si on arrondit, c'est un 1. Et on est sur une p-value de 0,012. C'est-à-dire c'est selon la p-value, c'est significatif. Et si on regarde l'intervalle de confiance, on a l'impression, c'est pas l'impression, il y a le 1 qui est inclus dans l'intervalle de confiance. Donc il y a des cas comme ça limite, mais vraiment quand c'est limite, où il y a une discordance entre la p-value et l'intervalle de confiance. Et on peut choisir, c'est-à-dire on peut se baser sur la p-value ou bien sur l'intervalle de confiance, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire c'est juste... Maintenant, ce qu'il faut remarquer, que nos trois variables, elles sont quantitatives. C'est-à-dire c'est un score d'obstruction. Donc en fait, on a l'impression que c'est des faibles odds ratios, c'est-à-dire une association qui est faible, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, c'est pour une augmentation d'un point dans le score d'obstruction, pour une augmentation d'1 millimètre du diamètre du ventricule droit. Maintenant, si on a une dilatation du ventricule droit, ça ne sera pas sur 1 millimètre, donc c'est plusieurs millimètres. Donc finalement, l'odds ratio, ce n'est pas 1,08. Donc si on veut calculer l'odds ratio qui mesure l'association ou bien l'augmentation de risque pour une augmentation du diamètre du ventricule droit de 5 millimètres, on va calculer exponentielle 5 fois bêta, 5 fois 0,078. Ce n'est pas l'odds ratio fois 5. C'est exponentielle 5 fois bêta, puisque c'est l'écart entre les unités. Donc là, on a l'impression que c'est faible, mais ça ne sera pas le cas. C'est-à-dire peut-être c'est assez fort. Pareil, c'est-à-dire pour le diamètre de la veine cave inférieure, pareil, parce que c'était une augmentation d'1 millimètre. C'est pourquoi on était sur presque non significatif. Après, si on calcule pour plusieurs, on verra que l'autre ratio va augmenter. Comme vous voyez, la p-value, elle est inférieure à 0,05. Donc pour les variables quantitatives, on parle pour une augmentation d'une unité, on a une augmentation de risque de défaillance ventriculaire avec un odds ratio de 1,14. C'est une augmentation d'un point de score d'obstruction. Après, pour l'augmentation de 10 points de score d'obstruction, ça sera exponentielle 10 fois 0,132 ou bien exponentielle 1,32. Et ça sera différent. C'est-à-dire on aura un odds ratio beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est pour l'interprétation. Donc là, on prend un autre exemple. Quels sont les facteurs prédictifs des adénopathies axillaires en cas de cancer du sein? Donc la variable dépendante, c'est avoir des adénopathies axillaires au cours du cancer du sein. Et les variables explicatives, c'est les variables qu'on va retrouver sur le tableau. Donc vous voyez, c'est un tableau pris d'un article qui parle d'analyse multivariée pour des caractéristiques clinico-pathologiques concernant l'adénopathie axillaire. Donc là, on a donc alpha, elle est tout en bas. Alpha ne nous intéresse pas, la constante. Donc ce qui nous intéresse, on a les différentes variables, donc qui sont le statut ménopausal, c'est-à-dire la femme est-ce qu'elle est ménopausée ou pas. On a la taille de la tumeur. On a le récepteur hormonal, donc ER, et PR, c'est-à-dire pour les oestrogènes, les progestérones. On a le statut HER2, et on a d'autres marqueurs, le NM23 et le KIS1.
Après, bien sûr, on a l'estimation du bêta, on a l'erreur type de bêta. Après, vous voyez, ben, souvent, ça sera un test de Wald. Après, on a le test de Wald, la p-value du test de Wald, l'odds ratio. On a dit comment j'obtiens mon odds ratio, c'est tout simplement exponentielle bêta, les exponentielles bêta i de chaque variable. Après, on a l'intervalle de confiance des odds ratios, bien sûr, qui est toujours l'exponentielle euh, de, de l'intervalle de confiance des bêta, si on veut dire, c'est-à-dire le minimum maximum. C'est toujours, on passe par la transformation logarithmique. Donc pour statut ménopausal, on vérifie, on a l'intervalle de confiance qui contient le 1, donc le statut ménopausal n'est pas un facteur prédictif des adénopathies axillaires. Il n'y a pas d'association significative entre le statut ménopausal, ou bien la ménopause, et les adénopathies axillaires en cas de cancer du sein. Donc pareil pour la taille de la tumeur, donc il n'y a pas d'association significative. Donc lorsqu'on regarde toutes les variables, la seule variable qui était associée, c'était le marqueur KISS 1. Et là, on a l'intervalle de confiance qui ne contient pas le 1 avec un autre ratio inférieur à 1. C'est-à-dire la présence du marqueur protégé contre l'apparition des adénopathies axillaires en cas de cancer du sein. Et on parle toujours d'odds ratio ajusté, avec un odds ratio ajusté de 0,11. C'est-à-dire avec un odds ratio ajusté. Et bien sûr, ajusté sur les récepteurs hormonaux, la taille de la tumeur, le statut ménopausal. Donc, c'est des odds ratios ajustés. Donc là, on va voir un autre exemple, mais on commence déjà par un modèle simple. C'est-à-dire là, on était sur un modèle simple. C'est-à-dire ce qu'on va obtenir, c'est des odds ratios bruts, parce qu'on a une seule variable explicative. Et là, on cherche l'association entre la prééclampsie et des variables avec un modèle simple. C'est-à-dire là, on est vraiment sur un modèle de régression simple, c'est-à-dire qu'on a des odds ratios bruts. Donc les facteurs qu'on a étudiés, on a le niveau d'éducation, donc on a les analphabètes qui savent lire et écrire, niveau primaire, secondaire, niveau universitaire et avec un diplôme académique, secondaire, lycée et académique, niveau universitaire. Donc la première chose, on doit vérifier quel était, donc on a déjà, je continue les variables, on a niveau d'éducation, on a antécédent de prééclampsie, oui, non, on a antécédent d'hypertension, oui, non, et on a antécédent d'infertilité, de stérilité, oui, non. Donc pour le niveau d'éducation, comme vous voyez, on a une variable à plusieurs classes. Donc on aura forcément des variables indicatrices. Donc il faut d'abord choisir la référence. Donc dans notre exemple, ils ont choisi comme référence le niveau universitaire, académique. Parce que vous le voyez lorsqu'ils disent odds ratio égale à 1, parce que académique par rapport à académique c'est 1. Et vous voyez entre parenthèses c'est écrit référence. Donc niveau académique c'est référence. Après, la p-value que vous voyez, c'est une p-value globale. Ce n'est pas pour académique, c'est la p-value globale qu'on a mis à côté de la référence. Après, on a un odds ratio pour chaque catégorie. Donc, on a pour interpréter, donc on a les odds ratios avec leur intervalle de confiance et on a la p-value. Mais c'est complémentaire. Ça donne à peu près le... On a dit que sauf pour des cas, lorsqu'on a vraiment des cas limite, on a une discordance. Mais sinon, si on n'a pas le 1 dans l'intervalle de confiance, automatiquement la p-value inférieure à 0,05. Lorsqu'il y a le 1, forcément la p-value supérieure à 0,05. Donc ça... c'est-à-dire on va s'intéresser soit à l'intervalle de confiance, soit à la p-value. Ben, généralement, c'est l'intervalle de confiance. Donc, pour les analphabètes, on a un odds ratio de 4,05 avec un intervalle qui ne contient pas le 1. Donc, on va dire que les analphabètes, je rappelle toujours, c'est par rapport à la référence. Cet odds ratio qui est égal à 4,05, il était calculé par rapport au niveau universitaire. Donc, les analphabètes ont plus de risques de faire, ont significativement plus de risques de faire une prééclampsie, c'est-à-dire les femmes analphabètes ont significativement plus de risques de faire une prééclampsie comparativement à celles qui ont un niveau universitaire avec un odds ratio ajusté. On est sur un modèle simple avec un odds ratio brut de 4,05. Pareil pour celles qui savent lire et écrire, il n'y a pas d'association, donc on a le 1 qui est inclus dans l'intervalle de confiance. Donc, il n'y a pas d'association. Niveau primaire, il n'y a pas de différence. Niveau secondaire, il n'y a pas de différence. Et le lycée, pareil, il n'y a pas de différence par rapport à l'universitaire. Et quand on voit la p-value globale, 0,059, ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que le niveau d'éducation n'est pas vraiment associé, n'est pas significativement associé à la prééclampsie. Même si pour les analphabètes, on a vu qu'il y avait une différence significative avec le niveau académique.
Pour l'antécédent de prééclampsie, donc là c'est binaire, celles qui ont déjà un antécédent de prééclampsie, est-ce qu'elles ont plus de risques ou moins de risques de faire une prééclampsie? Donc on regarde l'autre ratio est égal à 7,70 avec un intervalle de confiance qui ne contient pas le 1. Donc effectivement, les femmes qui ont déjà fait une éclampsie, qui ont un antécédent d'éclampsie, ont significativement plus de risques de refaire une prééclampsie avec un autre ratio brut qui est égal à 7,70. On dit brut parce qu'on est sur un modèle simple, c'est-à-dire d'abord on a fait chaque variable à part et on a les résultats. Donc l'antécédent de prééclampsie était significativement associé à la prééclampsie avec un autre ratio de 7,7 et l'intervalle de confiance 3,8, 16, 6 que vous voyez qui ne contient pas le 1. Donc pareil pour l'antécédent d'hypertension, on a une association significative avec augmentation de risque avec un autre ratio de 3,17, toujours un autre ratio brut. Et pareil pour l'antécédent d'infertilité, on n'a pas le 1 dans l'intervalle de confiance, donc il y a une association significative, il y a un risque plus élevé lorsqu'on a un antécédent d'infertilité de faire une prééclampsie avec un autre ratio qui est égal à 3. Toujours pour le même exemple, maintenant on va faire une analyse multiple, un modèle multivarié pour l'association entre la prééclampsie et ces variables qu'on vient de voir. Donc vous voyez le niveau d'éducation, il a disparu, il n'était pas associé en univarié et non plus lorsqu'on a fait multivarié, donc finalement on l'a enlevé du modèle. Après ce qui reste, on a l'antécédent de prééclampsie, elle est toujours significative avec un autre ratio cette fois-ci ajusté de 5,46 avec un intervalle qui ne contient pas le 1, donc c'est significativement différent de 1. Et pareil pour le reste. Maintenant, la question, est-ce qu'il y avait de la confusion? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence réelle entre ces autres ratios ajustés et bruts? Tout à l'heure, on avait un autre ratio de 7, et là, on est sur un autre ratio ajusté de 5,46. Donc, comment je vérifie la présence de confusion? Donc, je fais la différence entre le brut, l'ajusté, divisé par le brut. Si je vois qu'il y a une différence qui dépasse les 15-20%, je sais qu'il y avait confusion, donc je vais garder mes autres ratios ajustés. Donc, ce modèle multivarié, il a permis d'avoir l'effet propre de chaque variable. Tout à l'heure, l'antécédent de prééclampsie avait un autre ratio qui était surestimé de 7,7 je crois, alors qu'en réalité c'est que 5,46. Pareil pour l'histoire de l'antécédent de l'hypertension et l'histoire d'infertilité, on est sur le même autre ratio. Donc il n'y a pas de facteur de confusion. C'était 3, on est resté sur 3,07. Donc finalement, par contre, pour la prééclampsie, je suppose, c'est surestimé. On peut toujours vérifier en faisant le calcul, le 7, quelque chose, moins c'est 5,46 sur 7. Et on verra, est-ce que ça dépasse les 15 ou 20%. Donc vous pouvez faire le calcul pour vérifier. Donc là, c'est la différence entre un modèle simple, c'est les autres ratios bruts, un modèle multivarié, il donne les autres ratios ajustés. Et ils n'ont d'intérêt s'il y a vraiment confusion, c'est-à-dire si vraiment ça change. Après, si ça ne change pas, ça ne sert à rien. C'est-à-dire on n'a rien gagné avec notre modèle multivarié. Mais là, on va dire au moins que même après ajustement, il y avait toujours une association significative entre l'antécédent de prééclampsie, l'antécédent d'hypertension, l'antécédent d'infertilité et la prééclampsie chez les femmes. Donc maintenant, comment je choisis un modèle? Donc il faut savoir qu'il n'y a pas un seul modèle qui est correct. Donc déjà, il y a plusieurs façons pour choisir un modèle, c'est-à-dire plusieurs, on va dire, procédures, notamment la procédure pas à pas ascendante ou pas à pas descendante. Généralement, on utilise le pas à pas descendant plus souvent que le pas à pas ascendant, mais les deux sont valables. Donc on va expliquer un peu les deux procédures. Donc comment choisir les variables que je vais mettre dans le modèle? Donc il faut savoir que on commence toujours par l'analyse univariée. Donc toujours on commence par l'analyse univariée. Les variables qui ont une p-value inférieure à 0,20 en analyse univariée, il y en a qui parlent de 0,25. Donc si j'ai des p-values inférieures à 0,20 en analyse univariée, 0,20 c'est pas significatif, mais ça reste quand même assez faible. C'est-à-dire peut-être avec l'ajustement, ça deviendra significatif. Une p-value de 0,60, même après ajustement, ne va pas changer. Donc lorsque j'ai des variables qui ont une p-value inférieure à 0,20, il y a des auteurs qui parlent de 0,25, je vais les inclure dans le modèle multivarié, le modèle initial. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester jusqu'à la fin. Mais également les variables, même qui ont une p-value supérieure à 0,20 en analyse univariée, mais qui sont connues dans la littérature, je vais l'introduire dans mon modèle, ce qu'on va appeler les variables forcées. Par exemple, je ne peux pas parler de maladies cardiovasculaires et ne pas mettre le tabac. Même si en univarié, je n'ai pas trouvé d'association, du moment que le tabac est connu comme être associé aux maladies cardiovasculaires, je suis obligée d'ajuster sur le tabac. Donc c'est une variable qui sera forcée, ça sera une variable d'ajustement. C'est-à-dire ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'effet du tabac, mais plutôt je suis obligée d'ajuster sur le tabac.
parce que je ne peux pas ignorer le tabac alors que je parle de maladies cardiovasculaires. Donc c'est ce qu'on appelle les variables forcées. Les variables forcées, ils vont rester dans le modèle jusqu'à la fin, c'est-à-dire ils vont apparaître dans le modèle final. Par contre, les variables qui ont une p-value inférieure à 0,20, ils vont paraître dans le modèle initial, mais ils peuvent disparaître au cours de la procédure. C'est-à-dire s'ils restent non significatifs, on va les enlever parce qu'ils ne rapportent rien comme information supplémentaire. Leur présence ne permet pas de mieux prédire la probabilité de la maladie, c'est-à-dire ils ne servent à rien dans le modèle. Donc les variables qui ont une p-value inférieure à 0,20, les variables qui sont connues dans la littérature, on va les introduire dans le modèle initial. Ensuite, je vais choisir quelques interactions, c'est-à-dire si je suspecte, je vais pas jouer à vérifier toutes les interactions possibles, c'est-à-dire avec toutes les probabilités possibles, x1 avec x2, x2 avec x3, x3 avec x4, x4 avec x1, x1 avec... Non, c'est pas un jeu. C'est-à-dire les interactions que vous pensez qui peuvent exister, c'est-à-dire parce qu'ils ont quand même un certain sens, vous pouvez les tester. Donc vous allez tester quelques interactions. On ne va pas tester toutes les interactions à la fois, on va tester une à une. Donc je vais tester une interaction. S'il n'y a pas d'interaction, je l'enlève du modèle. Je vérifie une deuxième interaction, une troisième. Si elle est significative, je la garde. Donc dans le modèle pas à pas descendant, qu'est-ce qui se passe? On commence par ce qu'on appelle le modèle saturé, c'est-à-dire je vais mettre toutes les variables qui ont une p-value inférieure à 0,20 en univarié ou bien qui sont connues dans la littérature avec les interactions que je vais tester, c'est-à-dire toutes les variables dans le modèle saturé, le modèle initial, et après ça s'appelle pas à pas descendant parce que je vais descendre. Donc à chaque fois, j'enlève, sauf les variables forcées, je ne peux pas les enlever, ou bien ma variable d'exposition principale, c'est-à-dire je suis en train d'étudier l'antécédent de prééclampsie, c'est-à-dire c'est ma variable principale, même si elle n'est pas significative, je dois la garder dans mon modèle et je vais dire, même après ajustement, il n'y avait pas d'association, c'est-à-dire je la garde, parce que sinon je ne vais pas conclure avec d'autres variables, si dans mon titre, moi ce que je cherche c'est l'association avec l'antécédent de prééclampsie, donc je la garde. Donc les variables forcées, il reste. Bon, les autres variables, c'est-à-dire que dans le critère c'était uniquement statistique, puis value inférieure à 0,20, à chaque fois que j'ai une variable qui n'est pas significative, j'enlève celle qui a la p-value la plus élevée. Donc j'enlève la première, étape suivante, je trouve toujours qu'il y a une variable non significative, j'enlève cette deuxième, ainsi de suite. C'est pourquoi ça s'appelle descendant. Mais à chaque fois que j'enlève une variable, je dois vérifier avec le test de rapport de vraisemblance s'il n'y a pas de différence, s'il n'y a pas de différence significative entre les deux modèles. C'est-à-dire la présence de la variable n'ajoutait rien à notre modèle. S'il y a une différence significative, je la remets. Parce que peut-être qu'il y avait de la confusion. Donc c'est pourquoi je dois vérifier mes autres ratios. S'il y a une grande différence entre l'autre ratio avec la variable et sans la variable que j'ai enlevée, bien sûr pour les autres variables, je parle de l'autre ratio des autres variables, ou au moins de notre variable principale. Donc s'il y a une différence, je la remets, parce qu'elle doit servir comme variable d'ajustement. Et ça, je le vérifie par le test de rapport de vraisemblance, ou bien en vérifiant si l'autre ratio a été modifié. Donc je la remets. C'est ça le pas à pas descendant. Pas à pas ascendant, je commence variable par variable. Je commence par la variable qui est la plus associée. Et après, si donc elle est associée, donc elle sera associée parce qu'il n'y aura que cette variable. Je rajoute une deuxième. Donc si la deuxième est associée, je la garde. Si elle n'est pas associée, j'enlève. Je remets la troisième. Donc c'est ascendant. Donc je commence par un modèle simple et je vais vers un modèle multivarié avec plusieurs variables. Donc il augmente, c'est ascendant. Le descendant, c'est au contraire. Pas à pas ascendant, il est un peu difficile, il est un peu compliqué par rapport au pas à pas descendant. Donc c'est pourquoi souvent on utilise le pas à pas descendant. Mais il faut savoir que ascendant ou descendant, il y a une manière automatique avec les logiciels qui le font, c'est-à-dire vous choisissez ce que vous voulez ascendant, est-ce que vous voulez descendant, est-ce que vous voulez tester par rapport de vraisemblance, est-ce que vous voulez tester par un test de Wahl, est-ce que vous voulez, c'est-à-dire vous choisissez un peu le test à utiliser et automatiquement il va le faire. Sauf que lorsque vous choisissez la procédure automatique pour le choix du modèle, le modèle il ne connaît pas vos variables forcées. Donc à un certain moment, il peut vous enlever des variables forcées. C'est pourquoi il est préférable de le faire manuellement. Sauf si vous n'avez pas de variable forcée, vous n'avez pas de variable d'exposition principale, c'est-à-dire toutes les variables un peu se valent qui ont même poids. Donc dans ce cas, vous pouvez utiliser la méthode automatique. Sinon, ça sera manuel. C'est à vous d'introduire et d'enlever les variables de votre modèle. Il n'y a pas un modèle correct, mais il faudrait que la procédure soit correcte. Donc le modèle que vous allez utiliser, que vous allez garder en finale, doit suivre une méthode logique. C'est-à-dire c'est soit pas à pas descendant, soit pas à pas ascendant,
Vous allez tester quelques interactions, ben, si vous suspectez quelques-unes, sinon vous n'allez pas tester, et vous gardez vos variables forcées parce qu'ils sont connus dans la littérature, donc il doit être justifié, il doit être correct. Après, il n'y a pas un seul modèle, donc, et ça sera votre modèle final. Bien sûr qu'il faut faire attention au choix de codage. Lorsque vous avez des variables à plusieurs classes, n'oubliez pas les variables indicatrices, n'oubliez pas que l'interprétation dépend un peu de votre codage, qui est le 1, qui est le 0, c'est-à-dire pour savoir qui est protégé, qui est plus à risque. Mais sinon, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est juste, si vous prenez les non exposés comme référence, peut-être vous aurez des autres ratios inférieurs à 0. Si vous prenez les exposés supérieurs à 0, ça dépend un peu du type d'exposition. Il faut juste faire attention à votre codage, choisir les interactions, définir quelles sont vos variables forcées, chercher les variables qui ont une p-value inférieure à 0,20. Souvent, ça sera une procédure pas à pas descendante parce qu'elle est beaucoup plus simple que le pas à pas ascendant. Parce que le pas à pas ascendant, ça dépend un peu de ce que vous avez introduit en premier. C'est pas très facile à faire manuellement. Donc, une fois qu'on a choisi le modèle, c'est-à-dire qu'on est resté sur un modèle final, je ne vais pas entrer dans les détails de la vérification du rapport de vraisemblance lorsqu'on parle un peu des modèles imbriqués, peu importe. C'est-à-dire, une fois que vous êtes sur votre modèle final, on peut tester l'adéquation du modèle. Donc, pour tester l'adéquation du modèle, ça veut dire tout simplement la capacité à bien représenter les données. C'est-à-dire qu'il permet réellement de prédire la maladie. C'est-à-dire parce que si on a gardé des variables, c'est parce qu'ils sont vraiment associés, donc ils permettent de prédire. Si ça augmente le risque, donc ça augmente la probabilité d'être malade. Donc, si on est fumeur, obèse, je ne sais pas quoi, on a une probabilité élevée d'être malade. Donc normalement, le modèle doit pouvoir prédire cette maladie. Ben, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est un modèle qui n'est pas vraiment adéquat parce qu'il n'épouse pas vraiment vos données. Donc dans ce cas, normalement, on va comparer, c'est comme avec un test de Ki2, comme avec un tableau de contingence. Ce qu'on va comparer, on va comparer la situation réelle parce qu'on connaît si le malade est malade ou pas, c'est-à-dire si la personne est malade ou pas. On a notre variable maladie 1, 0. Donc on connaît la réalité et on va essayer de prédire avec le modèle et on va choisir une valeur seuil. Généralement c'est 0,5, c'est-à-dire lorsque la probabilité est supérieure à 0,5, on considère qu'il est malade. Et lorsque c'est inférieur à 0,5, on considère qu'il n'est pas malade. On parle de la maladie prédite, c'est-à-dire le statut prédit. Donc après, on va comparer sur un tableau de contingence, est-ce que le modèle a bien prédit les cas. C'est-à-dire on connaît qui est réellement malade, c'est un peu comme la sensibilité, mais on va faire juste un test de Ki2. Donc, et ça s'appelle un peu le test de Osmer et Lemcho. Donc le test Osmer et Lemcho, c'est un test d'adéquation du modèle qui se base sur un test de Ki2 qui va comparer la maladie prédite ou bien le statut maladie prédit selon le modèle, bien sûr avec un seuil, si la probabilité est supérieure à 0,5, on considère qu'il est malade. Après, on peut changer, on peut choisir un autre seuil, mais généralement, on garde le 0,5. C'est-à-dire par défaut, c'est 0,5, mais après, on peut faire supérieur à 0,7, on considère qu'il est malade, inférieur à 0,7, on considère qu'il n'est pas malade. Et on compare avec la réalité, avec l'observé, l'état réel, malade ou non malade. Et bien sûr, il ne devrait pas y avoir de différence significative. Donc, s'il n'y a pas de différence significative, c'est-à-dire que le modèle est adéquat. Si on trouve que les deux distributions sont différentes, donc s'il y a une différence significative, ça veut dire que le modèle n'est pas adéquat. Parce que finalement, le prédit est différent du réel. Donc, c'est le test d'adéquation du modèle. Donc, en conclusion, la régression logistique, c'est une extension de la méthode Mantel-Hansel, c'est-à-dire si on l'utilise, c'est surtout pour ajuster, pour prendre en compte la confusion et la modification de l'effet, bien sûr. Donc, elle va permettre de prendre en compte plusieurs variables, contrairement aux stratifications Mantel-Hansel qui va se contenter d'une ou deux variables. Avec un modèle multivarié, je peux ajuster sur plusieurs variables de confusion, donc plusieurs facteurs de confusion. Et un autre atout, il va permettre de calculer des autres ratios pour des variables quantitatives. C'est-à-dire même pour les variables quantitatives, je peux avoir un autre ratio qui correspond à l'augmentation de risque pour l'augmentation d'une unité de ma variable explicative. J'espère que c'est assez clair. Je sais que c'est pas facile, mais peut-être avec les exercices parce que vous n'allez pas estimer les paramètres. C'est donc l'estimation, même si on peut, c'est-à-dire il y a des formules pour calculer le bêta, pour calculer le alpha, mais c'est pas ce qui nous intéresse parce que généralement on va travailler avec des logiciels. Donc ce qui est important, c'est d'être capable d'interpréter les coefficients, c'est-à-dire quand est-ce qu'on est devant notre ratio brut ou devant notre ratio ajusté, calculer cet autre ratio en passant par l'exponentielle. Il faut savoir calculer les autres ratios en présence d'interaction, c'est-à-dire en se basant sur vos différents bêta, le bêta 1, bêta 2, bêta 3,
bêta 4 ça dépend, c'est-à-dire le terme d'interaction et présence-absence du facteur modificateur de l'effet pour pouvoir calculer vos autres ratios. Il faut savoir vérifier s'il y a confusion. Et ben, on la vérifie selon ce qu'on a vu sur le cours de confusion. Je compare toujours mon autre ratio brut à mon autre ratio ajusté en absence de modification de l'effet, bien sûr. Donc une fois que j'ai testé, si j'ai testé, si j'ai pas testé, tant pis. Si on a testé, il faut toujours vérifier que l'interaction n'est pas significative. Et vérifier l'interaction s'il est significative ou pas revient à vérifier si le bêta 3 est différent, ou bien le bêta lié au terme d'interaction, s'il est significativement différent de 0. Donc avec les exercices, je pense que ça va s'éclaircir. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon courage.